Ça a beau être les fêtes de fin d'année, il y a énormément d'actualités qui se sont déroulées. 3 mini-phrases, 3 rimes, ça commence bien. Des règlements de compte, des attaques visées, le Noël des candidats, j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui dans ce MTT Christmas Time. Et aussi fête de fin d'année du coup, vu qu'il sort entre les deux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixosity, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que j'ai un petit pull de Noël, un jogging, on est là pour être chill. Évidemment, j'ai quand même fait une full face de Noël et de fête de fin d'année encore une fois. En fait, on est sur l'émission spéciale Noël et aussi spéciale Nouvel An. Donc on est vraiment sur un mix des deux, mais vous allez voir que j'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Je ne parle pas plus que ça, on se retrouve dans un instant pour la mise au point. C'est parti, bienvenue sur Mixosity. Les amis, dans cette mise au point, je veux tout simplement vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette période. Moi, le premier, cette année, ça allait, mais généralement, c'est pas une période que j'apprécie. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ce soit seul ou non, que ce soit en famille ou avec des amis ou peu importe. J'ai aussi vu tous vos messages qui me remercient de vous avoir posté du contenu sur toutes mes chaînes. Vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer d'être présent de partout. Donc, je vous remercie pour vos petits messages. Je vous remercie aussi pour vos messages de Noël, vos messages de fête, etc. J'ai lu tout le monde. J'ai pas forcément pu répondre à tout le monde. J'étais vraiment off ces derniers jours. Et il faut savoir que cette émission-là, elle est filmée pour le lendemain. Genre, je la filme samedi, il est 11h, elle sort dans moins de 24 heures. Mais j'ai quand même voulu couper pendant quelques jours. Donc voilà, mais vous en faites pas, j'ai gardé un petit œil sur tout ce qui s'est passé en termes de people et de télé-réalité. Et j'étais extrêmement choqué, d'où le fait qu'on a quand même une émission assez riche aujourd'hui. Deuxième chose que je voulais vous dire, et cette fois-ci ça concerne le Nouvel An, parce que du coup cette émission sort le 28 décembre, vu qu'on est le 27. Et moi personnellement, pour les Nouvel An, je fais jamais rien. C'est pas quelque chose qui... Enfin, je m'en fous, genre vraiment. Cependant, je sais qu'il y a des gens qui se sentent énormément seuls pendant les Nouvel An. Donc sachez que le 31 au soir, je serai sur ma chaîne Twitch en live. On se fera une petite soirée jeux, blabla, etc., etc. Je l'avais fait l'année dernière, ça vous avait grave plu. Donc je vais le refaire cette année. Moi, ça me permettra d'attendre jusqu'à 2h du matin le dernier épisode de Stranger Things. Et vous, si jamais vous vous sentez seul, du coup, vous pourrez venir parler avec moi et avec la communauté, etc. Mais vu que je ne vous revois pas dans MTT avant 2026, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent principalement Mixosity, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouverai du coup en 2026. À l'année prochaine, MDR. Voilà pour ça. Également, si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je voulais aussi prendre une petite seconde pour vous remercier du fond du cœur pour tous les messages qu'il y a eu sous le dernier MTT. Alors que ce soit pour mes cheveux flamboyants, évidemment, pour mon make-up, mon look et tout ça, mais surtout pour la construction de l'émission. Vous avez été littéralement 95% à me dire qu'elle était beaucoup plus digeste, que c'était beaucoup plus, facile à regarder, à écouter, que vous avez quasiment rien zappé et tout ça. Il y en a quand même 5% qui m'ont dit qu'ils préféraient le côté zapping, vous y avez plein d'actu. Je vous rappelle que je sors des vidéos tout le temps, qu'il y a des contenus courts aussi. Bon, pas là depuis quelques jours, mais dès lundi, c'est de retour. Et du coup, ça, je pense que ça sera plus le côté zapping et que MTT sera vraiment là pour discuter calmement comme au tout début. Tout ceci étant dit, on va donc voir un petit peu ce qu'on va traiter aujourd'hui. On va revenir en détail sur le premier gros dossier qui est évidemment Rim, Marois, Vincent. On en a parlé tout au long de la semaine, mais il s'est passé beaucoup de choses pendant mon absence. On va faire un point dessus. On reviendra également sur Jessica Tivna, mais cette fois-ci, c'est pas Thibaut qui l'attaque, mais bel et bien le père de celui-ci. Je sais pas si vous avez vu ça passer, c'est extrêmement choquant. J'étais vraiment surpris. Et je vous donnerai mon avis également sur le Noël des candidats entre Paga et Giuseppa, Jazz et des petites surprises que je vous garde. Vous allez voir, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Et bien sûr, comme à chaque fois, on fera le tour de l'actualité. On va commencer tout de suite avec les stories de la semaine. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. C'est parti, jingle!
La première story de la semaine aujourd'hui revient sur Kim Glow. C'est une story que j'ai mise dans une vidéo préparée à l'avance pour la chaîne de Replay. Donc c'était un react que moi j'ai filmé en avance. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit franchement, il faut que j'en parle dans MTT, il faut que j'en fasse une actu. Et je vous parle de Kim Glow parce qu'il y a une séquence qui a fait beaucoup réagir ces derniers jours. Alors franchement, moi j'ai trouvé ça assez gênant, sombre également. Kim Glow, elle a livré un témoignage. Elle affirme qu'elle a été victime de pratiques occultes sur le tournage des Anges. Donc oui, dit comme ça paraît dingue et irréel, mais si vous êtes un petit peu au courant de tout ce qui s'est passé avec Carla Moreau, Danae la sorcière et tout ça, bah c'est pas si irréel que ça, et je pense que c'est pour ça que ça mérite qu'on s'y attarde un petit instant, sans se moquer et sans naïveté, juste vraiment on en parle. Pour vous expliquer un petit peu, Kim Glow, elle fait ses révélations dans une interview qu'elle a accordée chez Sam Zira, et elle raconte une scène très précise que je vais vous expliquer. Elle dit qu'un jour, pendant le tournage des Anges saison 9, elle cherchait une machine à laver et elle tombe par hasard sur la pièce des ingé-sons, donc les personnes qui gèrent le son pendant le tournage. Et là, selon ce qu'elle dit, elle découvre une poupée vaudou avec son prénom Kim, qui est scotché dessus, une poupée qui a des aiguilles plantées dans la gorge, plantées dans la jambe, et elle le raconte des années plus tard en disant que c'est une scène qui reste dérangeante pour elle. Et franchement, qu'on y croit ou pas, moi je pense que tu tombes là-dessus, tu paniques. Genre vraiment, c'est flippant de ouf. Dans l'interview chez Sam Zira, c'est assez intéressant parce que Kim, elle dit qu'elle-même n'y croit pas. Genre, elle-même, elle dit qu'elle croit pas à la sorcellerie, qu'elle croit pas à tout ça, mais elle a quand même eu, genre, la voix cassée sur le tournage, elle a eu un problème à sa jambe aussi. Donc, Kim, elle parle de coïncidence, elle dit que c'est des choses qu'elle a essayé de rationaliser sur le moment, sauf que, bah, il y a quand même eu ces événements troublants. Elle se casse la cheville pendant le tournage et elle perd complètement sa voix. Elle dit vraiment, c'est le hasard. Sauf que bah, quand tu prends un peu de recul, tu te dis est-ce que c'est vraiment le hasard ou est-ce qu'elle a été victime d'un mauvais sort? Et quand on voit toute l'affaire sorcellerie qu'il y a eu avec Carla Moreau, franchement, moi je me pose des questions. Et qui m'en parle à la production? Très bien, genre qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Pourquoi est-ce qu'il y a une poupée vaudou à mon nom et tout ça? Et selon elle, la réaction de la prod aurait été assez légère. Apparemment, selon la production, non mais c'est rien. C'est quelque chose qu'ils font chaque année. Chaque année, ils choisissent un candidat et ils lui font du vaudou, en fait, pour rire. Et cette année, c'était Kim parce qu'ils n'en pouvaient plus de l'entendre chanter. Excusez-moi, mais moi, je trouve que c'est super dérangeant. C'est sombre et surtout, ça fait flipper. Vous imaginez qu'on est quand même de base sur un lieu de travail et ça veut dire dans les coulisses, t'as des gens qui sont là en train de piquer des poupées en se disant oui, mais c'est elle qu'on a choisie cette année, elle nous saoule. Et moi, je me suis posé une question. Si Kim n'avait pas cherché une machine à laver et n'était pas tombée dans cette pièce ingé son, est-ce qu'elle serait tombée sur cette poupée vaudou? Est-ce qu'on aurait pu savoir ce qui se passait? Bah, bien sûr que non. Et je trouve que c'est encore plus dérangeant. Et en fait, Kim, elle en parle aujourd'hui parce que bah, c'est passé, parce qu'elle a grandi, parce que c'est devenu une maman et tout ça. Et elle dit que c'est pas quelque chose. Genre aujourd'hui, elle s'en fout, tu vois. Mais ça l'a vraiment marqué au moment T. Et je comprends. Enfin, moi, perso, je me balade dans des couloirs. Je vois une poupée à mon nom, scotchée, genre Rudy, avec une aiguille, gorge tranchée, une jambe en moins et tout. On me dit, ouais, c'est drôle, on fait ça chaque année. Je me barre en courant, genre, enfin, c'est vraiment flippant, tu vois. Quand on sait en plus que les anges s'apprêtent à faire leur grand retour, je sais pas. Moi, j'aime pas trop ce qui se passe. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement, moi, ça m'a fait flipper. Je me rappelle un jour, dans les Anges 9 à Miami, c'est vrai que j'avais vécu des choses étranges. Alors, je crois pas du tout à tous ces trucs de vaudou. Je pense que je suis pas là-dedans. Et en fait, je cherchais une machine à laver parce que la nôtre était cachée. Il y avait plein de pièces, elle était immense, la maison. Et je rentre dans une pièce d'ingé son. Et il y avait une poupée vaudou avec écrit Kim scotché avec en feutre écrit Kim dessus. Un problème à la gorge, je sais plus ce qui lui avait fait, des aiguilles dans la gorge, le genou, la jambe de la poupée pétée. Sur ce tournage, je me suis pété la cheville et j'ai perdu ma voix complètement. Attends, c'est une blague, ce que tu es en train de raconter? Et alors, honnêtement, ça peut être vraiment une coïncidence, hein, parce qu'on était sous la clim, je dormais sous la clim, et ça ne m'arrive jamais, donc la clim a fait que j'ai perdu ma voix. Mais c'est vrai que j'ai halluciné parce qu'il y avait cette poupée vaudou. Et eux, là, donc, quand j'en ai parlé à la prod, ils ont rigolé, mais c'est rien, on fait ça sur toutes les saisons, on choisit, parce que ta voix, on n'en peut plus, ta voix, on est obligé de toujours te baisser, elle est stridente. Et apparemment, ils faisaient ça sur chaque tournage, ils ont dédramatisé le truc. Attends, c'est quand même assez chaud ce que tu me racontes. C'est-à-dire que tu ouvres une pièce sans faire exprès dans laquelle sont les ingénieurs du son, donc des membres de la production. Ok, tu découvres une poupée vaudou à ton effigie avec marqué Kim. Mais apparemment, ils faisaient ça sur chaque tournage et que pour eux, c'était drôle et que chaque saison, ils choisissaient quelqu'un. Et moi, il m'a dit, on peut plus l'entendre ta voix en rigolant, tu nous saoules avec ta voix stridente.
c'est toi cette saison. Ouais. Ça t'avait perturbé? Alors oui et non. Sur le coup, je me dis, c'est fou quand même, j'ai perdu ma voix, ça me suis tordu la cheville. Non, c'est une coïncidence, je crois pas, toutes ces coïncidences, tu crois pas. Hmm. C'est particulier quand même. Hein. En fait, eux, ils vont dramatiser le truc, t'es là, t'es en tournage, allez, c'est bon, rigole, tu vois. Ils ont dédramatisé le truc, mais aujourd'hui, je le vois avec un recul différent. Bah ouais, c'est-à-dire chaque saison, il y avait une personnalité, un protagoniste du tournage qui était choisi et ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. la poupée vaudou lui était dédiée. Apparemment, de ce qu'ils m'ont dit. Ok, particulier. T'en as parlé avec d'autres ou... Bah, j'aurais dû en fait prendre mon téléphone et filmer ça pour avoir des preuves. Mais de toute façon, tu les avais plus. Ouais. Tes téléphones. Je vous l'ai dit, on parle de Giuseppa dans mon avis sûr, mais on en parle aussi ici parce que avant Noël, elle a également poussé un petit coup de gueule. Elle a eu ras-le-bol de plein de choses et du coup, je voulais revenir sur ça avec vous. Giuseppa, elle a poussé un vrai coup de gueule ces derniers jours, je me répète, mais j'ai pas d'autres mots. Et pour une fois, c'est pas une réaction à chaud ou autre. Elle a un ras-le-bol profond accumulé depuis des mois et des mois face à des attaques répétées sur son rôle de mère et sur qui elle est. Giuseppa, elle s'est accordé quelques jours de vacances au ski. C'est une parenthèse que beaucoup prennent. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Sauf que chez elle, il y a eu une vague de critiques. Les commentaires sont partis sur un terrain qu'on connaît malheureusement trop bien. Il y a eu des comparaisons permanentes avec Paga, donc son ex, le père de ses filles. Les comparaisons du style qui est le meilleur parent, qui s'occupe le plus des enfants, qui fait mieux que l'autre. Et Giuseppa, elle en a eu marre et elle a dit stop. En fait, elle dit qu'elle est victime d'un acharnement constant, qu'il y a tout le temps des gens qui mettent Paga et Ju en compétition, comme si c'était impossible d'avoir un équilibre entre les deux. Et en fait, ça suffit de comparer et ça suffit de juger et je suis 100% d'accord avec elle. Je trouve que c'est super malsain d'aller comparer des parents, d'aller les juger. Enfin, j'arrive pas à comprendre en fait quel est le but, à part essayer de foutre la merde entre deux personnes qui s'entendent bien. Giuseppa, elle dit qu'avec Paga, il fonctionne en équipe, qu'il y a deux parents qui sont égaux, investis chacun à leur manière. Et elle pose une question qui est pourquoi est-ce que ça dérange autant qu'un père soit aussi présent qu'une mère? Pourquoi dès qu'un papa est impliqué, on en déduit automatiquement que la maman en fait moins ou fait moins bien? Et je trouve qu'on touche quelque chose de plus large que son cas personnel. Mais si on reste sur Paga et Ju, c'est parce qu'effectivement, comme je vous l'ai montré la semaine dernière ou la semaine d'avant, on voit Paga qui filme tout ce qui se passe avec les enfants. Dans C'est la famille également, on le voit beaucoup avec les filles et tout ça. Et du coup, je pense que les gens dans leur tête, ils se disent ah du coup, c'est Paga qui s'en occupe et pas Ju. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, j'imagine. Et quand bien même Giuseppa était très occupée et Paga devait plus s'en occuper à certains moments, c'est quoi le problème à partir du moment où Giuseppa rattrape le temps et que Paga aussi a ses moments? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Giuseppa, elle dit que la garde des filles est partagée à 50%, qu'il n'y a personne qui fait plus que l'autre, qu'il n'y a personne qui garde les enfants pendant que l'autre se repose, qu'ils passent même du temps ensemble en famille, on le verra dans la partie Noël, et malgré ça, elle se retrouve jugée et attaquée. Et encore une fois, moi je pose la question, est-ce qu'on accepterait ça? Enfin, est-ce qu'on verrait ce genre d'acharnement si les rôles étaient inversés dans cette société ultra patriarcale? Alors peut-être pas mes abonnés, mais je sais que dans cette société qui est ultra patriarcale, le fait de voir la maman qui s'occupe plus des enfants que le papa et tout ça, ça dérange beaucoup moins que de voir un papa qui s'occupe énormément des filles. C'est vrai, est-ce qu'un père qui s'absente quelques jours serait accusé d'abandon? Est-ce qu'on le féliciterait pas de prendre du temps pour lui et de sortir avec ses potes? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, c'est ça qui me dérange. Et du coup, Giuseppa, elle a exprimé un grand message où elle écrit « J'en ai marre », elle en a marre de la haine constante et je vais vous lire ce message immédiatement. Giuseppa, elle écrit, je cite, « Je reçois de la haine sans cesse et cela depuis des mois et des mois. Un acharnement constant parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de comparer Paga et moi, qui est le meilleur parent et qui s'occupe le plus des enfants, qui fait le mieux. Paga et moi, nous sommes une équipe, on est des parents dévoués, à égalité. Et visiblement, ça dérange qu'un papa se dévoue autant qu'une maman. Je continue et je vais à la fin. Nous avons passé des nuits ensemble à veiller sur le bien-être de nos filles. Comme il l'a fait pour moi, je l'ai fait pour lui. Quand Paga a la garde des filles, j'ai aussi du travail et des obligations. Je gagne ma vie ainsi, c'est ce qui permet à mes filles d'avoir une vie paisible, d'en profiter, de partir en vacances et de ne pas avoir à compter pour leur faire plaisir. Stop à cette haine constante, tout cela est injustifié et infondé. J'en ai marre. Donc vraiment, Giuseppa, elle en a marre en fait. Elle a vraiment passé un coup de gueule. Et je suis désolé d'avoir passé un petit moment dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui m'énerve en fait par rapport à la place de la maman et tout ça. Et Giuseppa s'occupe très bien de ses filles, Paga également. Et du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les gens cherchent tout le temps à les mettre en compétition. Vous m'exposerez votre avis, mais j'avais très envie de vous en parler.
Story de la semaine rajoutée post-montage, vous l'avez vu, l'histoire entre Vivian et Cynthia aura finalement été aussi intense que brève. Quelques semaines seulement après avoir officialisé la relation, les deux candidats annonçaient leur rupture sur les réseaux sociaux. Une séparation soudaine marquée par beaucoup de non-dits. Cynthia évoquait une trahison sans entrer dans les détails et Vivian se contentait de confirmer la fin de leur histoire. Peu à peu, les coulisses de cette rupture ont commencé à émerger. Selon Aquababe, Cynthia aurait découvert des messages compromettants dans le téléphone de Vivian, à la limite de la tromperie. Une révélation qui aurait provoqué une violente dispute et conduit la jeune femme à mettre un terme définitif à cette relation. Une rupture qui a eu des conséquences lourdes, surtout à l'approche des fêtes. En fait, Cynthia avait prévu de passer Noël dans la famille de Vivian, qu'elle connaissait déjà et qu'il avait accueilli à bras ouverts. Mais ses projets se sont effondrés, laissant Cynthia seule pour les fêtes. Sur Instagram, elle a partagé un message bouleversant évoquant sa solitude, son éloignement de sa famille depuis des années et l'espoir brisé de vivre enfin un Noël entouré. Un message qui n'a pas laissé indifférente la maman de Vivian. Touchée par la peine de Cynthia, elle a tenu à lui adresser un mot plein de tendresse en story. Ma petite Cynthia, je t'aime. Une déclaration simple mais forte qui montre à quel point la jeune femme avait trouvé sa place dans cette famille. Un geste qui a ému les internautes et qui, sans aucun doute, a dû réchauffer le cœur de Cynthia en cette période particulièrement difficile. Et revenons à Cynthia qui a posté, je cite, ce Noël a une saveur particulière, cela fait 10 ans que je n'ai pas partagé avec ma famille. Trop d'années loin de ma maman. Cette année j'y ai cru. Je pensais le vivre aux côtés de l'homme que j'aimais. Mais la vie en a décidé autrement. Alors ce soir, j'ai juste envie de vous dire, serrez les vôtres, aimez-les fort. Ces instants sont précieux. Ils passent trop vite, Noël reste une fête pleine de lumière et d'espoir. Même quand le cœur est fragile, j'espère qu'un jour je pourrai dire que tout cela est derrière moi et célébrer enfin, entouré de la famille que j'aurai construite. La maman de Vivian avait un petit message à faire passer à Cynthia, ayant probablement vu sa story. Écoutez. Achat de Noël, last minute, dernier moment. De quoi? Tiens. Pourquoi tu veux parler de Cynthia? Ma petite Cynthia, je t'aime. Non mais, qu'est-ce que tu... Ça n'a rien à voir, bon. Ça fait rien. La mère de Vivian est vraiment adorable. Espérons que ce message lui ait été parvenu et que pour tous ceux qui ont fêté Noël loin de leurs proches puissent ne pas se sentir seuls. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. On va pouvoir passer tout de suite au Top Actu qui est rempli de 3 actualités. On parle d'un couple, on parle d'une autre candidate qui a poussé un énorme coup de gueule et évidemment, on parle de religion comme à chaque fois avec une certaine personnalité. J'espère que ça vous intéressera et on commence tout de suite. C'est parti. Je commence le Top Actu avec Beverly Bello qui a pris la parole sur un sujet qu'elle avait choisi de garder un peu intime, sa vie amoureuse. On en avait parlé très brièvement, mais là elle est revenue en détail En toute intimité avec Sam Zira. Elle est revenue sur une relation qu'elle vit depuis 2 ans maintenant avec un homme de 18 ans de plus qu'elle. Et ce qui frappe d'emblée dans ce discours, ça va être le ton. En fait, il n'y a pas de justification maladroite, il n'y a pas de provocation. Elle a juste décidé d'en parler. Et moi, je pense qu'elle l'a caché pour éviter tout ce qui va être les critiques, comme on peut les voir actuellement avec Rim Renom. Alors, Beverly, elle en parle avec un grand sourire. Elle parle de son compagnon en disant qu'elle l'admire. Elle le décrit comme quelqu'un de très séduisant. Et après, elle parle de l'âge. Elle dit qu'il a 51 ans et qu'elle va fêter ses 34 ans. L'écart, il est présent, elle ne le nie absolument pas, mais elle le dramatise pas non plus en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on comprend que pour elle, la question de l'âge est secondaire par rapport à tout le reste de la relation, à l'entente, aux sentiments, au projet et tout ça. Et Sam Zira, il le dit que dans la façon dont Beverly en parle, dans son regard et tout ça, on sent qu'il y a de l'amour, du vrai amour. Et on voit que Beverly est plus apaisée depuis qu'elle est avec cet homme. Je comprends aussi toutes les personnes qui vont dire oui, mais la différence d'âge et nanana. Mais franchement, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Je pense que, bon, après, j'allais dire, l'amour n'a pas d'âge, mais il faut voir aussi, tu n'as pas 30 ans avec quelqu'un de 13 ans, vous voyez ce que je veux dire, là c'est illégal, mais voilà, je pense qu'à partir d'un certain moment, quand les personnes sont adultes et matures, qui sommes-nous pour juger? On en apprend un peu plus sur qui est cet homme. Beverly, elle dit que c'est quelqu'un qui est totalement extérieur au monde de la télé, qu'il avait un restaurant à Montpellier où elle habite, il me semble, et que maintenant, il veut pas évoluer dans les médias, qu'il gravite pas dans ce milieu, et que c'est quelqu'un qui est vraiment à l'extérieur. Et pour Beverly, c'est fondamental. Elle
elle dit que cette relation lui a apporté enfin quelque chose de différent, que c'est stable et que c'est plus sain. Elle dit qu'elle vit avec lui depuis 2 ans et qu'il l'a fait évoluer. Et pas dans un sens genre c'est déséquilibré ou quoi, dans un sens où elle, en tant que personne, elle a évolué dans sa construction personnelle. C'est un homme qui lui apporte beaucoup dans son quotidien, qui l'aide à se poser, à se recentrer et à avoir de bons projets. Encore une fois, je trouve qu'on a beaucoup de clichés sur les couples avec les différences d'âge. On parle souvent de calcul, d'intérêt, de manipulation, de dépendance, comme je l'ai fait avec Rim Renom en vous posant la question, est-ce que vous pensez que Rim essaie d'avoir une influence sur ce jeune homme, etc., etc. Là, on peut se poser la question avec cet homme et tout ça, mais Beverly, elle dit pas ça, elle dit que tout simplement, sa relation est saine et qu'il la rend heureuse, donc j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de croire que c'est une relation qui va fonctionner. Elle dit aussi qu'il y a beaucoup d'équilibre dans leur relation, que son compagnon comprend le métier de Beverly, les contraintes qu'il y a, son exposition, il fait pas partie de ce monde, mais il respecte ce monde, et surtout, il ne cherche pas à contrôler Beverly. Donc elle dit qu'il y a une relation qui est basée sur la confiance, qu'il n'y a pas de jalousie, qu'il n'y a pas de trahison, de manipulation, de possessivité, que chacun garde son indépendance et que surtout, ça lui permet vraiment d'avoir aussi sa vie à côté et pas seulement de vivre à travers son couple. Elle veut aussi calmer les rumeurs qui pourraient dire qu'il est avec elle parce qu'elle est Beverly Bello, qu'il la connaissait absolument pas au moment où ils se sont rencontrés, qu'il n'y a pas de fascination pour le côté elle est connue et tout ça, que juste il y a eu une connexion quoi, tout simplement. On a eu aussi quelque chose de très intéressant. Beverly, elle est sur Mime, ok, donc vous connaissez la plateforme de charme, etc., etc., etc. Et on se pose tout le temps la question, est-ce que quand on est en couple avec quelqu'un, on arrête son compte Mime? Est-ce que en plus, si c'est quelqu'un qui n'est pas en télé, on arrête son compte Mime? Et Beverly, elle en parle. Elle dit que son compagnon, il accepte qu'il y a eu une grosse discussion, qu'il y a une limite qui est posée à un moment, tu vois, mais qu'il n'y a pas de conflit, que c'est quelque chose de naturel maintenant pour elle, que ça fait partie de son travail. Et pour elle, c'est une preuve d'ouverture d'esprit de la part de cet homme et ça montre un respect mutuel en fait. Je trouve qu'on est quand même loin du schéma classique des couples de télé-réalité. Donc déjà, on a effectivement un couple où t'en as un qui est connu et un qui est absolument hors de ce milieu. J'ai pas envie de faire une généralité, mais je trouve que c'est ce genre de relation qui fonctionne le plus sur la longue durée quand tu es médiatisé. J'ai l'impression que les relations qui fonctionnent le mieux, c'est celle où on a une personne médiatisée et une personne qui l'est pas du tout. Parce que j'ai toujours peur personnellement à chaque fois, je parle pas dans mes relations, hein, mais quand je vois des relations de couple exposées en entier, bon, il y en a qui fonctionnent, mais parfois il y en a qui vont essayer de vouloir manger l'autre, qui vont avoir une petite jalousie, ou je sais pas, tu vois, qui se disent oui, moi je connais les vices de ce milieu, donc voilà, peut-être que quelqu'un va vouloir faire quelque chose, patati patata. Donc j'ai l'impression qu'ici on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sain, mais par contre j'avoue que le côté mime, moi je sais pas si en vrai si la personne ne fait rien d'explicite, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est assez intéressant. On est vraiment sur une relation qui était totalement secrète et aujourd'hui on apprend plein de choses. Il est beau gosse, hein? T'as vu ça? Ouais, C'est il quel est âge pas il a, mal. hein? Vous avez 18 ans d'écart. Il a 51 ans. 51 ans. Ah Et ouais. toi? Et moi, j'ai 33. Je vais sur mes 34. 33. Ouais. Oui, donc vous avez une grande différence d'âge. Ouais. Et là, d'ailleurs, cette photo, on l'avait pris à la soirée blanche de son ancien restaurant à Montpellier. Et vous êtes beaux comme tout. Tous les Elle deux. est Et tu trop le belle. regardes avec le regard de l'amour. Ah, mais moi, je le trouve très beau. Il m'apporte énormément dans ma vie, dans mon quotidien. Bon, je vis avec lui maintenant depuis 2 ans. Il m'a fait beaucoup évoluer aussi. Et non, franchement, c'est une personne qui me rend vraiment heureuse. Et puis, tu sais, il n'a rien à voir à la télé. Il me laisse faire ce que je veux. Il me laisse partir en tournage. Il n'a pas ce côté-là malsain. Puis, il n'a pas besoin de moi pour vivre. Il n'est pas avec moi parce que je suis Beverly. Et pour te dire, il ne me connaissait absolument pas du tout. Et puis s'il accepte, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de jalousie, Ah non, qu'il n'y a pas de il n'a possessivité. pas peur, il me fait totalement confiance. Donc non, c'est vraiment mon petit rayon de soleil. Est-ce qu'il a toujours tout accepté? Ah non, il ne faut pas non plus abuser. Attends, il n'accepterait pas tout non plus, il ne faut pas abuser non plus. Attends. Est-ce qu'il acceptait, rappelle-toi l'année dernière quand tu m'avais révélé que tu avais un... J'étais surpris, j'étais choqué. Ah, le MY. Le MYM. M, ouais. Est-ce qu'il a accepté ton M? Oui, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était seulement de la lingerie. On passe à autre chose les amis et je pense que vous allez vous énerver. Je vous parle de Hilary. Hilary qui a vu rouge littéralement ces derniers jours. Et pour une fois, c'est pas une polémique qu'elle a créée ou quand elle se filme parce qu'elle tombe dans les pommes et tout ça. Enfin, on en a déjà parlé.
Cette fois-ci, c'est parce que un de ses fils a été insulté, d'après ce que j'ai vu. Hilary, même si elle est plus en télé, je crois qu'on l'a revue dans les 50 récemment, elle est aussi dans C'est la famille, mais elle est plus trop en télé sinon, mais par contre, ça reste une influenceuse. Sur Instagram, elle partage son quotidien, elle partage ses moments de famille, des paysages de rêve à Bali. Je vous rappelle que Bali est quand même un mini Dubaï, hein, on va pas oublier. Et avec cette exposition permanente, on a aussi des critiques qui peuvent parfois naître. On a des jugements, des commentaires déplacés, des choses auxquelles elle dit qu'elle a appris à faire face avec le temps. Mais parfois, il y a des sujets qui fâchent beaucoup plus. Hilary, elle a pris la parole parce qu'elle a reçu des messages qui visent directement ses enfants. Et franchement, les gens qui vont aller jusqu'à critiquer, mais en fait, d'un côté, je me dis, arrêtez d'exposer vos enfants, mais j'aime pas cette phrase quand tu as des critiques qui sont faites parce que pour moi, ça revient au même que dire arrêtez de mettre une jupe. Et je peux pas aller plus loin parce que YouTube censure et tout. Mais c'est pas parce qu'elle expose ses enfants qu'on peut se permettre de dire des choses. Moi, je supporte pas les parents qui exposent leurs enfants, mais je vais pas aller critiquer et insulter les enfants quand même. Mais bon, bref, il y a eu des critiques et pas sur son mode de vie, mais vraiment des insultes violentes à l'encontre de ses fils. En story, elle partage plusieurs messages envoyés par une seule et même personne. Elle ne masque pas le pseudo et dans les messages, on voit des choses qui sont comme à vomir, les deux autistes ou encore un autiste se gosse. Des mots qui sont très violents et en plus qui renvoient à des troubles. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont réellement autistes peuvent également se dire « Ok, donc en fait, je suis une insulte. » Donc, c'est chaud. Et Hilary, elle en a eu marre. Genre, elle en a eu marre et elle s'est posé la question, elle l'a posée publiquement, elle a dit est-ce que c'est normal, encore aujourd'hui, de tenir ce genre de propos. On parle pas même d'une haine envers une personnalité publique, même si moi, j'arrive pas à comprendre rien que ça et que ça me dépasse. On parle d'enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien choisi, qui sont déjà exposés à leur rencontre et qui, en plus, du coup, deviennent la cible de gens simplement parce qu'ils existent. Franchement, vous me direz dans les commentaires si pour vous, il y a une responsabilité des parents qui exposent leurs enfants là-dedans ou si c'est vraiment juste le côté des internautes qui devraient apprendre à se contrôler. Hilary, elle a affiché l'auteur de ces messages, elle ne veut pas laisser ça passer et elle rappelle qu'il devrait y avoir des règles, en fait, qu'il devrait y avoir des limites à ne jamais franchir et que les enfants font partie de ces limites. Elle est très protectrice dans son coup de gueule et je peux le comprendre. Enfin, moi, quand je vois, encore une fois, je vais comparer enfants et mes animaux, mais quand je vois des gens qui parlent mal de mes animaux ou quoi, mais je pourrais voir rouge et je pourrais brûler des maisons. C'est faux, mais vous avez compris ce que j'essaye de dire par ici. Mais voilà, tu vois, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Il y a des personnes qui se sentent tout permise. Il y a des personnes qui se sentent autorisées à aller insulter les enfants. Alors qu'encore une fois, pour moi, le mot autiste n'est pas une insulte, mais pour la personne qui l'a dit, c'est une insulte. Donc c'est vraiment essayer de rabaisser des enfants à vomir. Enfin, on est sur des êtres totalement innocents, tu vois. Et moi, j'apprécie pas les gens qui exposent leurs enfants et tout, mais jamais tu peux... Enfin, je sais pas, ça me dépasse. Et aussi, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à utiliser le mot autiste comme une insulte sans aucune conscience de ce que ça représente, ni pour les enfants concernés, ni pour les familles qui vivent réellement avec ce trouble qui est considéré comme un handicap, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, ça me choque dans tous les sens du terme. Et c'est là que je me dis que Internet n'a vraiment pas de limite. Et les plateformes foutent quoi, en fait? Genre vraiment, les plateformes foutent quoi? Pourquoi est-ce qu'on censure pas les comportements? Alors, je dis pas les mots, mais maintenant, on a les IA et tout ça. Et au lieu de les utiliser pour arrêter certains travaux et tout ça, pourquoi est-ce qu'on les utilise pas pour se dire « Ah, ce message est jugé déplacé », attaquant, peut-être même harcelant si c'est à répétition, on bloque directement la personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on pourrait vraiment avoir des outils pour tout ça, mais non. En tout cas, Hilary, elle a vraiment décidé de réagir pour essayer de montrer que c'est pas OK, pour essayer de montrer qu'il y a des gens qui se permettent tout sur les réseaux sociaux, mais bon, ça, on le savait déjà. Mais surtout, encore une fois, moi, je pense qu'il y a vraiment la question de la responsabilité des parents dans le fait d'exposer autant les enfants. Ils sont à la télé, ils sont partout. Est-ce qu'ils sont au courant, moi, qu'ils sont à la télé? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en grandissant, ils vont encore tomber là-dessus. Et ça, c'est un discours que je répète tout le temps, mais je suis désolé, c'est un discours qui est réel. Et moi, je m'inquiète premièrement, surtout, pour les enfants. Mais bon, bref, Hilary, en voyant rouge et en pétant un câble, a rappelé quelque chose d'essentiel. On peut critiquer une personnalité publique, toujours dans le respect, on peut débattre de ses choix, on peut ne pas l'aimer, mais toucher aux enfants, c'est non. On continue avec les critiques habituelles et cette fois-ci, je vous parle de Marine Elimer. Oui, vous avez très bien entendu et quand on parle de Marine Elimer, on parle de religion. Marine Elimer se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une polémique très virulente sur les réseaux sociaux.
Une polémique qui concerne pas seulement son image ou sa DA, mais qui touche à la religion. Et clairement, elle n'a pas laissé passer ça. Pour une fois, elle a répondu. Elle répond jamais, mais cette fois-ci, elle a répondu. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ça fait plusieurs actualités que je parle de religion, que je vous demande vos avis un petit peu sur ce que vous pensez, notamment Maëva Guénam et Noël et tout ça. Et j'ai vu vos avis et je vous remercie en fait de m'éduquer sur tout ça. Alors j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont vraiment catégoriques et qui disent que quand on pratique certaines religions qui ne sont pas censées fêter Noël, bah, tu n'es pas censé fêter Noël, décorer ta maison, écouter des chants de Noël et tout ça. Il y en a d'autres qui disent que ça dépend de la manière dont la personne pratique sa religion. Il y en a qui disent que Noël est quand même présent dans certains textes mais qu'il ne faut pas le fêter. Donc voilà, je vous remercie pour vos avis. Bon, ça me perd un peu toujours, je ne vais pas mentir, mais je vous remercie pour vos avis et vos explications. Mais cette fois-ci, on parle de Marine. Et tout commence début décembre. Je vous rappelle qu'il y a eu ce shooting photo, donc je vous en ai parlé, je crois que la semaine dernière j'en ai parlé, ou la semaine d'avant, où il y a les ficelles, où elle est nue, mais on voit rien quand même, tu vois. On voit des parties du corps potentiellement recouvertes avec une corde, rien de porno, rien d'explicite, mais des mises en scène volontairement audacieuses qui allaient faire parler et elle le savait très bien. Petit rappel, on a eu plein de réactions, il y en a qui parlent de sa beauté, de la liberté artistique, etc. Et il y en a beaucoup qui ont critiqué la morale, l'éthique et on lui reproche une incohérence entre ses images et le fait que Marine revendique sa religion. On pouvait lire, je vous rappelle, un jour tu pries, un jour t'es nu, cherche ton identité, musulmane à temps partiel. Et quelques jours plus tard, on a une nouvelle publication qui fait encore plus de bruit. Cette fois-ci, c'est une vidéo qui a été tournée dans un stade de football. C'est une vidéo qui est assez banale et elle écrit « Quand tu réalises que tous tes ex, sauf l'arbitre ». Quand tu réalises que c'est tous tes ex, donc sur la vidéo, sauf l'arbitre. C'est une phrase qui est humoristique, donc on est vraiment sur un contenu humour, mais qui va être interprété par certains comme une provocation qui mêle religion et moquerie. En fait, il y en a beaucoup qui disent qu'elle joue encore une fois avec la religion, qu'elle parle de toutes ses conquêtes, etc., et qu'il n'y a pas à faire ça, que ça ne respecte pas les codes de cette religion. Et face à tout ça, Marine, elle a répondu. Pas par une story, pas par une phrase vague, mais elle a pris la parole. Elle dit qu'elle n'a jamais joué avec la religion. Elle dit que certaines expressions sont des invocations, que l'intention compte et que son réel, que la publication, son Reels, repose avant tout sur l'autodérision face au jugement qu'on lui colle depuis des années. Et son discours à ce moment, il est très intéressant à analyser parce qu'elle explique que ce qui dérange réellement, c'est pas l'humour ou la religion, c'est le fait qu'une femme reprend le contrôle sur sa vie, sur ce qu'elle a envie d'être, sur qui elle revendique être et surtout sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle n'a juste rien fait à part affirmer sa foi, qu'elle joue avec des clichés qui ne viennent pas d'elle mais qu'on lui colle à la peau et que du coup elle cherche à renverser le regard qu'on porte sur elle. Cette polémique, elle pose une question beaucoup plus large. Pourquoi est-ce qu'on attend autant de cohérence et de perfection de certaines personnes, je vais même dire femmes publiques? Pourquoi le corps, la spiritualité et l'humour doivent être constamment alignés sur une grille de lecture imposée par les internautes? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, c'est pour ça que j'ai mis ce petit message au début de l'actu, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais elles vivent, parce que moi je parlais de Maëva, mais là on parle de Marine, elles vivent leur religion comme elles l'entendent et la seule personne qui pourra les juger, c'est Dieu, c'est pas les internautes, c'est pas les autres personnes, etc. Alors je sais que ça va faire débat dans mes commentaires et encore une fois, je l'accepte. Moi vraiment, j'ai foi d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, mais je peux comprendre aussi Marine qui dit, et qui, pas en joue, mais qui essaye de montrer les clichés qu'on lui colle comme des choses qui ne sont peut-être pas réelles. Après, attention, je trouve que parfois, elle frôle quand même avec le jeu et la religion parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et elle sait très bien que ça fait parler et elle sait très bien qu'on la regarde aussi pour ça. Mais bon, bref, qu'on adhère ou non à ses choix, sa prise de parole, elle montre une chose et une seule. Marine Elimer refuse de subir les récits qu'on fabrique sur elle et elle choisit de l'écrire elle-même. C'était une phrase très belle finalement. Voilà tout le monde pour le top actu. Aujourd'hui, on va passer à mon avis sûr. Mon avis sur Noël pour les candidats. On parle de Giuseppa, de Paga, de Vincent et également de Jazz Correa. J'espère que vous êtes prêtes et prêts parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. C'est parti, mon avis sûr.
Avant d'entrer dans mon avis sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, le petit partage, le petit boost, bref, tout ce que vous pouvez faire. Ça fait grave plaisir et ça permet de développer Mix the Tea. On va parler du Noël des candidats et je vais commencer par vous parler de Paga et Giuseppa. Alors pour le coup, pour Paga et Giu, j'ai écrit un petit texte et ensuite on va déboucher sur Vincent et puis Jazz parce que croyez-moi qu'il y a des choses à dire et je pense que vous allez être un petit peu sur le cul, si je peux me permettre. Bon, Paga et Giuseppa, ils ont fait parler d'eux pour Noël et cette fois-ci, c'est parce qu'ils ont passé les fêtes en famille, entourés de leurs filles. On a beaucoup d'images qui ont surpris, qui ont touché, qui ont posé des questions. Je vais tout vous raconter. Petit contexte, l'été dernier, Giuseppa et Paga se séparent après un mariage et la naissance de 2 enfants. C'est une annonce qui a été faite sans clash mais dans les larmes. Et avec le temps, les raisons de la rupture ont commencé à émerger dans C'est la famille, dans des podcasts. Giuseppa, elle expliquait que la séparation, elle s'est pas faite du jour au lendemain, que c'est pas un coup de tête, que c'est pas une explosion, que c'est quelque chose qui s'est installé petit à petit. Elle raconte une période très difficile qui était marquée par la maternité, la fatigue, la difficulté à essayer de trouver une place dans cette famille et à un moment l'équilibre n'était plus là. Tout simplement. Mais malgré cette rupture, il y a quelque chose qui est resté intact dans cette famille, c'est le respect, même si, vous l'avez compris si vous avez regardé le début de l'émission, les internautes essayent de le briser. Et c'est là que Noël prend sens, parce qu'ils ont passé Noël ensemble, ils ont partagé ce moment en famille, et Giuseppa a posté un long message adressé à Paga, un message qui a beaucoup touché, un message auquel Vincent Queijo a répondu. Mais on y revient après. Je ne vais pas vous lire le message, je vous le paraphrase. Giuseppa parle de sa fierté de ce qu'ils ont construit ensemble, mais aussi de ce qu'ils continuent à construire après leur séparation. Elle parle de soutien mutuel, d'écoute, de compréhension, et tout ça dans un seul et unique objectif, le bien-être de leurs enfants. Elle dit que Paga est le papa tant rêvé pour les enfants, que c'est très important de préserver la relation qu'ils ont, même si elle a changé de forme. Elle exprime le souhait que cette nouvelle dynamique reste telle qu'elle, malgré les éventuelles difficultés qui pourraient venir. Moi, je pense que pour difficultés qui peuvent venir, ça peut être Paga retrouve quelqu'un, ça peut être compliqué. Giuseppa retrouve quelqu'un, ça peut être compliqué, parce que là, tout est beau, tout est rose dans leur pseudo-relation, mais c'est parce que ni l'un ni l'autre n'a fait rentrer quelqu'un. On l'a vu avec Laura et Nico, ça peut très vite exploser. Giuseppa, elle dit aussi que c'est son idéal familial pour le moment, sa petite famille, qu'elle voulait une vie paisible pour toujours et qu'aujourd'hui c'est ce qu'elle a, qu'elle est très heureuse là-dedans et que le fait que tout le monde grandisse ensemble, qu'ils arrivent à se tirer vers le haut, c'est quelque chose qui est très beau. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle vient aussi du coup ici répondre indirectement à énormément de critiques dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais aussi par rapport à la séparation. La séparation, c'est souvent perçu comme un échec, on attend presque un conflit, des disputes, des camps, des reproches, et ici, on voit que la rupture s'est transformée quand même en une autre forme d'amour, un amour familial. Et du coup, l'histoire de Paga et Giuseppa est quand même extrêmement belle. D'ailleurs, j'ai effectivement vu tous vos messages qui m'ont envoyé une petite vidéo où Paga serait en train de faire une déclaration à Giuseppa, moment très touchant quand on les suit depuis toujours. Écoutez. Regardez comme elle est belle, Jou. Tourne-toi. Allez, tourne-toi. Dommage que tu es mon ex, toi, Eddie. Oui, c'est une joue. Papa Noël est arrivé et là, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Georgia, tu as dit merci au Papa Noël? Montez sur le traîneau? Oui, il y a d'autres enfants à donner des cadeaux. Hein. Mais ce n'est pas tout. Parce que à ce beau message qu'elle a donc laissé sous un dump, on a Vincent Queijo qui a répondu et qui tacle directement son ex Rim Renem au sujet de l'importance de réunir les familles à l'occasion de Noël, parce que visiblement, ce n'était pas le cas de son côté. Vincent commente, je cite, « Bravo, vous êtes intelligent, vous. Bravo vraiment et joyeux Noël. »
Donc on peut comprendre que Vincent Queijo l'avait un peu amer ce Noël et que visiblement toutes les histoires qui se passent avec Rim ne sont pas prêtes de se terminer. Et d'ailleurs, encore une fois, ceci, on en parle à la fin de l'émission. Et enfin, on a aussi eu Jazz Correa qui a fait polémique sur polémique sur polémique. En fait, elle s'est affichée à Noël avec une croix chrétienne autour du cou, alors qu'elle est de confession musulmane, et c'est quelque chose qui a fait un bordel monstre. Au niveau des commentaires, pris chez DumpFR sous son réel, on peut lire « Quelle fête Noël car sa famille est chrétienne, ok, mais de là à porter une immense croix, ça va un peu loin, un peu de respect. 6 mois musulmane, 6 mois chrétienne, une croix, t'es pas musulmane en fait, elle est plus musulmane du coup maintenant. » Jazz répond à ça, elle dit « Les Français, mon Dieu, la mentalité, vous êtes vraiment à côté de la plaque. » Et nous avons carrément la mère de Jazz qui est venue répondre à tout ça, je cite « Ma fille est musulmane, vit à Dubaï et respecte les traditions du pays. Elle est aussi mariée à un chrétien et plus de 80% de sa famille l'est. Porter une croix à Noël et partager ses fêtes, c'est du respect et de l'amour, pas une contradiction. La foi ne devrait jamais servir à juger ou diviser. Nous croyons en un Dieu d'amour qui rassemble et non qui exclut. Choisissons la paix, le respect et l'intelligence du cœur. » En vrai, c'est un message qui est très beau, mais encore une fois, je pense que moi, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de ça. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour essayer de comprendre tout un chacun dans ces situations, parce que je n'ai pas la foi envers quiconque et envers quelconque religion. Et donc, c'est assez difficile pour moi de me dire « Ok, je trouve qu'ils ont raison » ou « Ok, je trouve qu'ils ont raison ». Et j'essaye simplement en fait, de rejoindre un peu la mère de Jazz et être dans l'amour et la paix de tout un chacun, surtout pas dans le jugement. Mais j'attends évidemment vos messages, vos réactions, tout ça dans l'espace commentaire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des choses à dire sur ce sujet et vous êtes toutes et tous autorisés à parler de ce sujet dans mon espace commentaire. Je veux pas des gens qui se clashent en mode « Pourquoi est-ce que toi tu dis que t'es telle confession et pourquoi est-ce que toi tu dis ça ?» Tout le monde peut parler dans mes commentaires et justement c'est ça qui fait la richesse de cette communauté, c'est que chacun a des avis sur des sujets bien précis. Donc n'hésitez pas, je lis tout, je réponds à tout. Voilà tout le monde pour mon avis sur aujourd'hui et donc nous sommes au milieu de l'émission. Qui dit milieu de l'émission dit également premier emoji. Vous vous en doutez, nous sommes aux fêtes de fin d'année, donc j'ai envie de voir dans mon espace commentaire un petit cadeau en emoji, si jamais vous avez envie de le mettre. Si vous ne trouvez pas l'emoji cadeau, n'hésitez pas à écrire le mot cadeau. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que 1, ça permet d'avoir des commentaires, c'est très bien pour l'algorithme, je suis honnête avec vous. Et 2, ça me permet de vous retrouver ultra facilement et de pouvoir répondre à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à formuler un commentaire avec l'emoji cadeau ou le mot cadeau à la fin. Ça me permet de vous retrouver ultra rapidement et de vous répondre en priorité. On va tout de suite passer à la deuxième partie de l'émission, toujours aussi remplie et toujours avec des actualités en veux-tu, en voilà. C'est parti, jingle. Évidemment, nous n'oublions pas les actualités sur le vif et on commence par le Noël de Carla Moreau. Quand il s'agit de célébrer Noël, Carla Moreau ne fait clairement pas les choses à moitié. Que ce soit anniversaire, fête de fin d'année ou grandes occasions, elle adore transformer sa maison en véritable décor immersif. Une passion pour la mise en scène spectaculaire qui fait partie de son univers et qui chaque année divise autant qu'elle fascine. Et pour ce réveillon de Noël, grâce à une collaboration, Carla semble avoir mis tout le monde d'accord. Sur Instagram, elle a dévoilé une décoration digne d'un conte de Noël, plongeant ses abonnés dans une ambiance du pôle Nord grandeur nature. Neige artificielle, dizaines de sapins, chalets en bois reconstitués, chaque détail a été pensé pour recréer la magie des fêtes, au point de faire rêver les internautes. Dans les commentaires, on peut lire incroyable, splendide, magique. Mais au-delà du décor, Carla partage aussi un message plein de douceur. Elle a souhaité de belles fêtes à ses abonnés avec une pensée particulière pour celles et ceux qui vivent ces périodes seule ou avec le cœur un peu lourd. Un message touchant qui a renforcé l'émotion autour de son post. L'année dernière, on rappelle qu'elle avait essuyé de nombreuses critiques. Sa fête de Noël organisée pour la classe de sa fille avait été jugée trop extravagante par les internautes, dénonçant une mise en scène excessive. Cette année, en revanche, la magie a opéré. Alors, quête du toujours plus ou simple envie de faire rêver et de partager, une chose est sûre, Carla Moreau fait parler et elle marque les esprits.
On continue avec Isabeau de la Tour, Ilan et Kylian Mbappé. Oui, dans le petit monde très bavard de la télé-réalité, des rumeurs prennent parfois une ampleur totalement inattendue. Et ces derniers jours, c'est un nom que personne n'attendait qui s'est retrouvé au cœur des discussions. Kylian Mbappé. Selon plusieurs indiscrétions relayées, le footballeur aurait été aperçu lors d'un dîner très discret à Paris en compagnie de Isabeau de la Tour. La rumeur arrive dans un contexte déjà bien chargé. Isabeau est célibataire et elle était déjà au centre des rumeurs après un simple follow Instagram avec Thibaut Garcia. Nous avons eu la réaction de Ilan Cteo, son ex qui ne s'est pas fait attendre. Fidèle à lui-même, il a choisi l'humour et l'ironie pour commenter la situation. Dans les messages rapportés, il se dit presque fier de ce rapprochement, avant de dire que Mbappé pourra profiter de la poitrine refaite de Isabeau. Derrière les blagues, une chose est sûre, ce simple dîner a suffi à propulser Isabeau une nouvelle fois au cœur des rumeurs. Moi, j'ai entendu dire par une restauratrice, celle qui détient un restaurant, sur Paris, dans une petite salle privée, que Mbappé, il aurait capté Isabeau. Et ils sont sortis du resto ensemble. Maintenant, je suis pas là à vous dire quoi ou qu'est-ce. Je sais pas si lui a fait des choses ou quoi, je sais pas. Je peux pas vous dire, j'étais pas avec eux. Maintenant, je peux juste vous dire qu'ils ont mangé ensemble dans une salle privée et ils voulaient pas de snap, ils voulaient rien du tout. C'était vraiment private, en mode date. Grosse frayeur pour Jonathan Matijas et Shanna Kress en plein cœur de Noël. Alors que le couple partageait récemment des moments de tendresse en famille, eh bien leur fils Luca a été victime d'un accident domestique assez inquiétant. En mordant dans un verre, il s'est retrouvé avec des morceaux de verre dans la bouche. Sur le moment, les parents ont réussi à le faire recracher alors qu'il s'étouffait, mais sans hésiter une seconde, ils foncent aux urgences, redoutant que des éclats aient pu être avalés. Une nuit entière passée à l'hôpital dans l'angoisse et l'attente, loin de l'ambiance chaleureuse qu'on en associe habituellement à Noël. Shanna a confié sur Instagram que la soirée avait très mal commencé, mais heureusement bien fini. Le lendemain, le couple a choisi de raconter ce qui s'était réellement passé pour rassurer la communauté, mais aussi pour faire passer un message de prévention. Après plusieurs heures d'examen, le verdict tombe, Luca va bien, un immense soulagement pour ses parents qui parlent malgré tout du pire Noël de leur vie, mais aussi du meilleur, parce qu'il leur rappelle à quel point chaque instant est précieux. Dernière actualité sur le vif rajoutée en voix off et personne ne l'a vu venir. Ce 27 décembre, Maëva Guénam a surpris sa communauté en révélant qu'elle s'était mariée. Très suivie depuis ses débuts dans Les Marseillais, l'influenceuse de 28 ans a partagé plusieurs photos de la cérémonie sur Instagram, dévoilant son alliance et quelques instants forts de ce moment intime, célébré loin des caméras et de l'agitation médiatique. Sur les images, Maëva est rayonnante, vêtue d'une somptueuse tenue traditionnelle, écrivant des mots forts. « Aujourd'hui, je m'unis à toi devant Allah, le cœur rempli d'amour et de sincérité. » À ses côtés, son compagnon, dont le visage reste volontairement flouté. Si Maëva partage son bonheur, elle a fait un choix clair, préserver l'identité de l'homme qui partage sa vie. Cette union n'est pas anodine. Maëva explique s'être mariée religieusement dans une démarche profondément spirituelle guidée par la foi et la sincérité. Depuis plusieurs mois, l'influenceuse affiche un changement de cap assumé. On en a déjà parlé. Retour à la religion, retrait de certaines chirurgies, volonté de mener une vie plus alignée avec ses valeurs. Et après le pèlerinage à la Mecque en décembre 2023, elle affirme vouloir se recentrer sur l'essentiel après des années marquées par l'exposition, le harcèlement et des relations douloureuses. Côté cérémonie, chaque détail a retenu l'attention. Une robe vert émeraude richement brodée d'or, un mari vêtu de blanc, sobre et élégant. Maëva dévoile aussi les bijoux, une bague de fiançailles ornée d'un diamant rectangulaire entouré de pierres plus fines et une alliance plus discrète entièrement pavée de diamants. Très vite, les messages de félicitations affluent, notamment de figures bien connues comme Nabila, Laura ou Mila. Mais une question reste sur toutes les lèvres, qui est l'heureux élu. Et pour l'instant, Maëva Guénam garde le silence. Pas de prénom, pas d'âge, pas de visage. Un choix fort qui marque une rupture avec son passé ultra médiatisé.
Aujourd'hui, elle souhaite vivre son bonheur dans la discrétion tout en assumant pleinement cet engagement spirituel. Cependant, s'il y a quelqu'un qui s'en est mêlé, c'est bel et bien Aquababe et le blogueur a décidé de dévoiler l'identité du mari de Maeva Guénam. Tenez-vous bien car ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Aquababe dit d'après mes infos, le mari de Guénam s'appellerait Djilali Feloua et serait un ancien trafiquant planqué à Dubaï. XOXO. Aquababe. Évidemment, plus d'informations continueront de sortir, mais je me suis dit que j'étais obligé de vous rajouter ça en voix off. Les amis, je commence ce Cœur Actu avec Marvin Tillier. Pourquoi faire? Je pensais plus jamais parler de lui et pourtant on va quand même parler de lui. Marvin a fait parler ces derniers jours et cette fois-ci c'est pour une raison assez inattendue. Pas de violence et pas de choses négatives, on parle de lui parce qu'il a remporté une médaille d'or en jiu-jitsu brésilien lors d'une compétition officielle. Écoutez, c'est positif, je crois, donc on va parler de ça. C'est un virage qui tranche fortement avec l'image qu'il renvoyait encore il y a quelques mois, donc pour comprendre ce que représente cette victoire, il faut revenir un petit peu en arrière. Marvin est un profil très clivant du milieu de la télé-réalité, c'est un personnage qui a été souvent qualifié de excessif, qui a été critiqué, qui a enchaîné les bad buzz et surtout les situations de violence, les prises de parole borderline et les périodes de retrait médiatique. Après plusieurs polémiques, il s'est fait un petit peu plus discret, un petit peu plus effacé, comme s'il cherchait à disparaître des radars. Été 2024, on a une vidéo sur Instagram qui le remet brutalement au centre de l'attention. Il est blessé, il a la bouche en sang, il a un discours assez cru et il dit « Il y a des jours où tu remplis et d'autres où tu te fais remplir. Aujourd'hui, je me suis fait remplir. » Si vous avez compris la métaphore, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas compris, tant mieux pour vous également. En légende, il disait qu'il avait la bouche éclatée, qu'il n'arrivait plus à parler. Et pour certains, c'était choquant. Et pour d'autres, c'était tout simplement du Marvin pur jus. Mais surtout, cette vidéo relance une question qu'on voit émerger de plus en plus chez les candidats télé-réalité, le ring de MMA. Et oui, depuis quelques temps maintenant, plusieurs anciens candidats flirtent avec le monde du combat, du MMA, des affrontements encadrés et médiatisés. On a plein de combats qui ont créé de l'audience, du buzz. Vraiment, moi je vous l'ai dit que c'est quelque chose qui me dérangeait un petit peu quand même parce que je trouve que ça pique la place à des personnes qui veulent vraiment être sportives dans ces catégories. Il y en a, alors attention, je ne dis pas que tous les candidats utilisent ça pour faire du buzz, mais il y en a vraiment, c'est simplement leur but, créer des combats, faire du buzz et tout ça. Il y en a d'autres qui commencent à être passionnés par le monde du combat, mais c'est pas le cas de tout le monde. On a déjà vu des lives tendus, des déclarations provocantes, des noms cités sans détour. Lors d'un échange avec Ilan, on lui demande qui il aimerait affronter, Marvin, et Marvin avait dit Julien Tanti. Rappelez-vous, j'en avais parlé. Il a dit que ce serait un kiff personnel et que tout simplement, il pourrait le terminer une bonne fois pour toutes en gros. Mais bon, pendant que tout le monde se concentre sur Rimrenom, Vincent Queijo ou encore Marois Meraska, Marvin, lui, il est en train de faire autre chose en Soum Soum. Quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus exigeant. Il s'est lancé dans le jiu-jitsu brésilien. J'espère que je prononce bien. C'est un sport qui n'a rien de spectaculaire au premier regard, mais ça demande énormément de discipline, de rigueur mentale et de travail physique. Et en fait, sur les réseaux, si on le suit, moi je ne le suis pas, mais j'ai vu ça passer sur des comptes de blogueurs, Marvin a annoncé sa participation à une compétition officielle. Il s'est présenté, il a expliqué sa catégorie, il a raconté les coulisses et finalement, il va dans son combat, il le dispute et il remporte une médaille d'or. C'est pas rien. Et je voulais en parler parce que je trouve qu'on peut avoir une analyse assez intéressante. D'un côté, on a l'image publique d'un homme qui est souvent dans l'excès, avec une parole brute, quelque chose que moi, j'apprécie pas forcément, surtout quand on voit les mots qu'il a pu avoir. Et de l'autre, en fait, on a la réalité d'un sport qui implore le silence, la rigueur, la discipline. Vraiment, on est vraiment sur deux mondes opposés entre Marvin et ce genre de catégorie de sport. Et pourtant, il a réussi, il s'est mis dedans. Donc, est-ce que c'est une manière pour lui de se canaliser, de se calmer? Ça serait plutôt pas mal. Est-ce que c'est une manière pour lui de s'exprimer aussi? Parce qu'on sait que le sport peut être un moyen d'expression. Je sais pas, mais je trouve que ça peut être quelque chose de positif. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je voulais vous en parler parce que je trouve que le contraste entre qui est Marvin et ce genre de sport et de compétences, etc. qu'il faut avoir à l'intérieur, c'est assez contradictoire. Salut à tous, je m'appelle Marvin, je viens de la Z-Team. J'ai combattu aujourd'hui à l'Open de Chili en catégorie levée, moins de 73,5 kg. J'ai eu qu'un combat,
J'étais assez fatigué parce que j'ai dû perdre 3 kilos avant la pesée. J'étais pas du tout au poids. Donc j'étais super KO. Donc le fait d'avoir un combat, c'était quand même assez cool. Ça va, ça s'est bien passé. Franchement, rien à dire. Je suis super content pour moi, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de compétition. Super content pour mon club, parce que je ramène une médaille d'or en plus. Il y en a pas mal aujourd'hui. Poupette Kenza. Poupette Kenza qui nous a tant manqué et qui partage son avis sur absolument tout depuis qu'elle est en live Twitch. D'ailleurs, j'ai vu des petits extraits où Poupette dit qu'elle fait attention à ce qu'elle dit parce qu'il y a son agente qui lui envoie des messages toutes les 2 secondes en disant s'il te plaît, ne fais pas de dinguerie. Parce que le problème des lives pour les personnes qui sont habituées au bad buzz, c'est qu'il n'y a pas de coupure. Donc tu fais une dinguerie, on voit ta dinguerie. Mais bon, Poupette, elle a décidé de prendre la parole. On voit que Alan et elle déjà avaient officialisé un divorce. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, on n'en sait rien. Moi, je les vois ensemble en live. Bref, elle disait que tout simplement, elle n'était plus amoureuse de lui, qu'elle était juste attachée à lui. Moi, je pense que c'est faux et que c'était que du buzz. Voilà. Elle a dit que la séparation, c'était pas un événement précis, mais un amour qui s'éteint avec le temps et tout ça. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont toujours ensemble, pourquoi est-ce qu'ils rigolent ensemble. Enfin, moi, je pense que c'était une fausse annonce de rupture. Je sais pas si vous avez des infos par rapport à ça, parce que j'ai pas vu Poupette redire que c'était faux. Cependant, je les vois ensemble et je les vois rigoler ensemble et tout, donc je sais pas. Mais Poupette Kenza elle a aussi pris la parole en live à côté d'Alan, donc c'est pour ça, et il parle de la relation de Jessica et Thibaut. Et justement, en plus, quand ils en parlent, genre à des moments, elle dit mais je parle pas de toi et tout. Donc, pour moi, ils sont toujours ensemble. La séparation de Jess et Thibaut, vous le savez, c'est une séparation qui est scrutée, disséquée, jugée dans les moindres détails, notamment avec les images qui sont passées dans C'est la famille. Et surtout, les commentaires, notamment du père de Thibaut, qui sont faits sur les réseaux. Mais ça, on en revient dans un instant. Donc, lors d'un live Twitch, Kenza donne son avis. Alors, elle a quasiment pas été sollicitée, mais elle le donne spontanément. Elle dit que la situation de Jessica la touche profondément, qu'elle a de la peine pour elle, que c'est une réaction assez classique. Tout le monde a eu de la peine pour Jessica. On voit qu'elle est en détresse à l'écran. Et son discours surprend parce qu'elle élargit sa réflexion. Elle dit qu'elle a l'impression qu'aujourd'hui, dans un couple, on n'a plus le droit de ne plus aimer. Comme si tomber amoureux engagé à vie, quoi qu'il arrive, sous peine d'être cloué au pilori public si jamais tu décides de te séparer. Et cette phrase, elle résonne fort parce que si elle est déjà sincère dans la fin de son mariage, ça la rejoint aussi. Donc, contrairement à une grande partie des internautes, Poupette Kenza, elle n'est pas en mode « faut détruire Thibaut Garcia ». Elle dit que la situation, elle est maladroite, que la manière de Thibaut de refaire sa vie peut choquer, mais elle refuse le harcèlement et l'acharnement qu'il subit. Et sur ça, je suis d'accord avec elle. Elle dit clairement qu'elle a l'impression que tout le monde s'acharne beaucoup trop sur Thibaut, que quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, il est condamné d'avance, comme s'il n'avait pas le droit, lui non plus, de passer à autre chose. Et en vrai, je suis un peu d'accord sur ce qu'elle dit. Cependant, c'est encore une fois la forme qui me dérange, c'est-à-dire que voir Thibaut aller draguer ici, aller draguer là, alors qu'on vient d'apprendre le divorce, que Jess, elle est tombée de haut et tout ça. Enfin, je pense qu'il y a la manière de faire. Vous voyez, par contre, l'acharnement que Thibaut se prend dans la tronche tous les jours, c'est pas possible. Ce que dit Poupette Kenza, ça dépasse largement le cas de Jess et Thibaut. En fait, elle parle de ce phénomène assez global, cette tendance à transformer les ruptures en procès public, à chercher forcément un coupable, un méchant et une victime. Et en fait, une histoire à deux ne peut, selon certains, jamais se terminer, simplement parce que les sentiments ont changé, mais il faut que ça se finisse en crise. Je pense que les sentiments de Thibaut ont réellement changé. Après, effectivement, je pense qu'encore une fois, il gère très mal cette rupture. La prise de parole de Poupette Kenza, pour le coup, je ne l'ai pas trouvée déplacée ou autre. Je l'ai trouvée assez intelligente, je l'ai trouvée assez réfléchie. Ça rappelle que l'échec amoureux existe, mais ça ne veut pas dire que c'est un échec global, tu vois, que ça fait partie de la vie et que ça ne devrait pas automatiquement s'accompagner d'humiliation public. Et ce discours, il a quelque chose de très humain. Oui, je parle de Poupette Kenza, vous êtes choqués, je sais. Derrière les personnages publics et les images montrées et les séquences télé, il y a des gens qui se séparent parce qu'ils n'y arrivent plus. Et je pense que c'est simplement le cas de Jess et Thibaut. Jessica et Thibaut. Alors moi, je vais dire mon avis et toi, tu peux réagir ton avis, ok? Ouais. Voilà, c'est à ça que ça sert un live. Mais Poupette a donné son avis, même s'il y a des rediffs et tout, voilà. Moi, personnellement, je vais vous dire, je trouve que, en gros, la situation de Jessica et tout, elle m'a fait trop de peine, vraiment. Sauf que moi, je suis mariée avec Alan, je suis dans un couple avec Alan, etc. R2, je joue un R2. Et j'ai l'impression que... Après, franchement, c'est mon humble avis. J'ai l'impression que aujourd'hui, dans un couple, on n'a plus le droit de plus aimer. Si on n'aime plus, je parle pas... Non, mais en gros, je te regarde parler comme toi. Oui, j'ai cru que tu allais m'attaquer. J'ai enfin de dire une bêtise, peut-être. C'est ça le stress des lives. Non, comme toi. Je reçois des messages de mes agents et tout qui me disent Kenza, ne fais pas de dinguerie. Non, en gros, j'ai l'impression...
Ouais, parce que t'es Madame Dinguerie, toi. Non, attends, faut que je me calme, faut que je me recentre. En fait, mes poupettes, j'ai l'impression que tout le monde est un peu... Moi, Jessica, je l'aime trop, elle est trop mignonne, ils sont gentils. Thibaut et Jessica, Non, les je suis deux. pas payé un R2. Non, tu payes ta licence. Ils sont adorables, mais juste... En gros, Miskin Thibaut, j'ai l'impression que tout le monde s'acharne un peu sur lui et tout, genre. En gros, il a pas le droit, genre... Voilà, après, c'est vrai qu'il a refait sa vie trop facilement et tout, enfin, ce qu'il fait et tout, mais voilà. Nicolas Lodzina nous montre sa transformation physique. Et oui, d'ailleurs, Nico, en ce moment, il est très honnête sur plein de sujets. Et je trouve qu'on est en train de trouver un Nicolas Lodzina qui est mieux dans sa vie, dans son corps, dans sa peau, mais en général, pas juste dans son corps physique. Genre, dans sa peau, il est bien dans sa tête, il est bien dans ses baskets, il est bien. Et du coup, il fait pas mal de prises de parole qui sont assez intéressantes, je trouve. Mais bon, il revient de loin et il ne le cache plus. Ces derniers mois, il a montré une transformation physique impressionnante et aussi un vrai combat personnel, mené loin des punchlines et des spectacles habituels des réseaux sociaux. D'ailleurs, sur ses réseaux, il a partagé un avant-après qui a marqué beaucoup de monde, preuve d'un cheminement difficile mais assumé. C'est pourtant pas la première fois que Nico traverse ce genre d'épreuve. Par le passé, il dit qu'il avait déjà perdu 30 kilos et qu'il a eu une rechute et il a voulu avoir un challenge pour l'anniversaire de son fils. Il voulait repasser sous la barre des 100 kilos pour le 11 décembre et finalement le 11 décembre, il a réussi à aller à 118 kilos. Donc il a perdu 15 kilos en 3 mois. Pas les 20 espérés, mais une grande perte malgré tout. Je refais juste un petit message ici qui est un message de prévention. C'est pas parce que Nicolas a perdu tant de poids en tant de temps que tout le monde peut y arriver, qu'il faut le faire. C'est pas parce que lui, il avait pour objectif de perdre du poids que c'est un standard à idéaliser ou peu importe. Je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de prendre du poids et qui n'osent même pas le dire parce qu'on a tous ces tabous par rapport à la perte de poids et tous ces challenges qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui peuvent être très compliqués, je pense. Et c'est pas parce qu'on a une personnalité qui veut perdre du poids que tout le monde doit vouloir perdre du poids et tout ça. Surtout pas en période de fête. Genre, si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir. C'est une fois dans l'année. Genre, vraiment, juste faites attention à vous. Mangez 5 fruits et légumes par jour. En ce moment, c'est plein de bananes et d'oranges. Mais c'est quand même assez intéressant parce que Nicolas ne se cache pas derrière une fausse positivité. Il a dit qu'il était frustré, il a dit qu'il était déçu d'échouer à quelques kilos de son objectif. Mais en même temps, il a reconnu quelque chose d'essentiel. C'est la première fois qu'il a tenu un régime aussi longtemps. C'est la première fois qu'il est allé au bout sans abandonner en cours de route. Il a insisté sur le fait qu'il a avancé à son rythme sans brûler les étapes et qu'il compte continuer jusqu'à atteindre son objectif final. Et on a eu, du coup, une story qui a fait beaucoup réagir. 2 photos côte-côte. Sur la première photo, Nicolas apparaît à 140 kg. Sur la seconde photo, Nicolas apparaît à 105 kg. On a donc 35 kg d'écart et le contraste, il est saisissant. Alors encore une fois, je ne suis pas là pour dire que du coup, c'est ce qu'il faut faire et patati patata. Je suis juste en train de commenter la transformation physique d'un candidat de télé. On voit que son visage, sa silhouette et sa posture, il y a tout qu'à changer. Et en légende, il écrit un message très fort. Il dit qu'il revient de loin, que très peu de gens ont cru en lui, et je me rappelle effectivement des moqueries qu'il y avait sous son annonce de challenge, et que plus il descendait, et plus certains semblaient se réjouir de sa chute. Et ça, je trouve que c'est tellement horrible. Il dit que le jour où il allait se relever, les choses seraient différentes et il s'est relevé et les choses sont différentes. Aujourd'hui, il se sent mieux, il se sent prêt et il se sent d'attaque à reprendre sa vie en main. Et ce message, au-delà de la transformation physique, il en dit beaucoup sur son état d'esprit. Encore une fois, on sent un homme qui est marqué par les jugements, par les critiques, mais aussi par une vraie volonté de reprendre le contrôle. Mais pas pour plaire et pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour sa santé, pour son fils et pour lui-même. Nicolas n'a pas atteint son objectif final aujourd'hui, il le dit sans détour, mais ce qu'il montre surtout, c'est un changement par rapport à sa vie, à son corps et par rapport à qui il est et qui il veut être. Et pour une fois, dans un milieu souvent habitué aux transformations express via certains médicaments et aux discours creux, là j'ai l'impression qu'on est quand même dans le respect de sa personne et je trouve que c'est cool. Bravo Nico pour ton objectif. Je termine ce cœur actu avec Maïsan et Gab, le retour, qui l'eût cru?
Sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés, on a eu beaucoup de lignes floues entre Maïsan et Gabriel. Au moment où on les a revus ensemble et qu'ils étaient amis, Maïsan n'était... Gabriel était encore en couple avec Lisa Marie, on avait une relation stable, etc. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui, je vous le rappelle, pensaient que Gab et Maïsan avaient un flirt entre eux, notamment à cause du jeu, là où, vous savez, il y avait le casque, on ne les entendait pas, et ils ont eu des blagues et des rires et tout ça, et les internautes étaient vraiment en mode « Oh, regardez comme ils s'aiment de ouf, ça se voit qu'il y a un truc entre eux, patati patata ». Non. Mais Maïsan, elle avait répondu à ça et elle avait dit non, genre c'est impossible. On avait aussi eu du coup une cassure entre les deux, on voyait qu'il y avait une embrouille. Alors moi je pense que c'était notamment dû au couple Gab LM et Maïsan qui n'était pas apprécié par LM et tout ça. Enfin bref, il y avait eu des embrouilles entre les deux, Gab défendait sa copine. Maïsan, elle disait en story qu'elle lui avait donné du gaz et que du coup il se sentait plus. Beaucoup de choses et du coup on voyait qu'il y avait une entente impossible entre les deux. Dans la bataille, la malédiction de l'île, trahison sur trahison, on voit que l'entente ne s'est pas améliorée non plus. Et pourtant, le temps passe et on dirait que les deux se rassemblent et se rabibochent et que l'amitié est de retour. Et moi, franchement, ça me fait plaisir de voir ça parce que au tout début, leur duo, je l'aimais trop. Genre vraiment, j'aimais trop le duo Gab et Maïsan. Ils étaient très drôles ensemble, ils s'entendaient bien. On avait des blagues, enfin vraiment un humour divertissant, tu vois. Deux petites pestes entre elles sans être méchant. Hein. C'est vraiment genre pour imager, mais de manière légère. Genre, je veux pas être dans la méchanceté, pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Mais dans tous les cas, Maïsan, elle disait que qu'il s'agisse d'humour, de provocation ou non, l'amitié était terminée. Et le temps passe et Gab se sépare de Lisa Marie. Maïsan de son côté, elle avance également, elle se remet avec Emine, une relation qu'elle assume pleinement. Et contre toute attente, leur amitié se rabiboche. Vraiment. On a eu plusieurs vidéos qui sont venues confirmer ce changement de dynamique. On a Gab qui apparaît dans les stories de Maïsan et lors d'une soirée, il est entouré d'Emine, de Clarisse et d'autres proches. L'ambiance est détendue, presque banale. On n'a plus de pics, on n'a plus de sous-entendus et plus de tension. Donc pour les internautes, c'est incompréhensible, mais il y a quand même une partie qui comprend en fait et qui voit que dans la télé-réalité, les conflits qui sont souvent contextuels plus qu'on le croit, hein, notamment moi je pense que c'était vraiment des conflits dus au couple LM et Gab, ils peuvent se terminer, on peut se rabibocher et puis on peut se redétester le lendemain, etc. Ce qui semblait explosif hier semble anodin aujourd'hui. Et encore une fois, moi je suis trop content parce que franchement, je répète, mais je trouvais leur dynamique d'amitié assez cool, assez divertissante. Donc j'aimerais bien les voir ensemble dans une prochaine télé. Je pense qu'on pourrait se marrer. Et franchement, Maïsan, la queen de la télé-réalité en ce moment. Genre vraiment tous les épisodes, enfin tous les programmes qu'elle fait et tout ça, elle est tellement divertissante. Vraiment, sans Maïsan, j'ai l'impression que la télé-réalité ne tient plus. Et d'ailleurs, j'en vois beaucoup qui essayent de lui ressembler dans certaines ITV, amis ou non. Je trouve ça un peu dommage. No shade. Vous me direz ce que vous pensez de cette amitié qui n'était plus et qui est à nouveau. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu aujourd'hui. Je suis désolée si l'émission est un peu plus courte, mais c'est l'émission spéciale Noël, ne m'en voulez pas. Déjà que je la filme le jour pour le lendemain, au moins vous avez une émission chill, chocolat chaud, marshmallow. J'espère qu'elle vous plaît. Nous n'avons pas d'actu international ou d'actu influence aujourd'hui. Rien d'intéressant, pas envie de vous bourrer le crâne. On va passer aux deux gros dossiers. J'espère que vous êtes prêts. On parle de Rim, Marois et Vincent, mais surtout le père de Thibaut qui insulte Jessica. Beaucoup de choses à dire. On se retrouve juste après ça. Nous rentrons donc dans le premier gros dossier et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas le petit like juste en dessous de cette vidéo qui permet de booster les recherches concernant Mixosity. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir, petit cadeau de Noël pour moi, c'est gratuit. Allez, petit like là, moi c'est bon, merci. On entre dans un dossier franchement lourd parce qu'on parle plus simplement d'une rupture ni d'un clash entre ex, on parle d'un père qui dit avoir peur de perdre ses enfants.
Oui, vous avez très bien compris. Et quoi qu'on pense de Vincent Queijo, c'est un sujet qui mérite qu'on ralentisse un petit peu et qu'on en parle calmement. Vous allez voir qu'on a 3 mini-dossiers dans ce gros dossier et c'est des choses dont j'ai pas forcément parlé tout au long de la semaine, c'est des choses qui sont déroulées sur les derniers jours. Ces derniers jours, Vincent Queijo, il est apparu au plus mal et vraiment, hein, je dis pas ça en mode dramatique, il a pris la parole lors d'un live, sans montage, sans stratégie apparente, un live où on sent très vite que quelque chose le dépasse et il est d'ailleurs au bord des larmes. Il explique qu'une plainte aurait été déposée contre lui par son ex-femme. Il dit qu'il l'a appris récemment, très brutalement. Et surtout, il y a cette phrase qui glace le sang. On aurait essayé de lui enlever la garde de ses filles par le passé et avec cette plainte, on pourrait retenter l'expérience. À partir de là, son discours, il change de ton. On n'est plus dans la justification, ni dans l'ego, ni dans la guerre d'images. On est dans la peur, une peur assez primaire, celle de perdre ses enfants et je ne peux que le rejoindre. Ça doit faire extrêmement peur et quoi qu'on pense de Vincent Queijo, il a toujours été un très bon père pour ses filles. Il dit que ses qualités de père ont été remises en question, qu'on aurait pointé du doigt sa stabilité, sa situation financière et ses relations sentimentales marois et il le dit très clairement, je cite, « On a essayé de m'enlever la garde de mes filles ». Et à ce moment-là, on peut faire une petite pause parce que qu'on aime ou qu'on déteste Vincent Queijo, être accusé de ne pas être un bon père, quand tu te définis d'abord uniquement comme père, je pense que c'est un coup qui est très violent. Dans ce même live, il revient également sur sa relation actuelle avec Rim, la mère de ses enfants. Il dit une chose que beaucoup supposaient sans vraiment jamais l'avoir réellement entendue, la tromperie. Il en parle, il parle de cette tromperie, elle a eu lieu. Il explique qu'il aurait été trompé et que c'est après ça qu'il serait tombé amoureux ailleurs, notamment de Marois. Il se dédouane pas totalement, il reconnaît qu'il a aussi trompé dans sa vie, mais il insiste sur un point, selon lui, il n'est pas à l'origine de la première trahison dans sa relation avec Rim Renum. Et là, on voit quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Je vous rappelle qu'il y a eu tous ces questionnements avec l'ex-journaliste de la villa Anna à Bali. Est-ce que Rim a trompé Vincent avec Anna? C'était la question de l'année dernière. Et il semblerait qu'on ait un début de réponse. Après, je vais pas vous mentir, Vincent Queijo dans ce live m'a beaucoup touché, mais il a quand même eu des mots très dérangeants. Il dit, moi j'en ai rien à foutre de tromper, j'en ai rien à foutre d'être fidèle et tout ça. Enfin, calme-toi aussi, tes filles vont tomber là-dessus et t'as beau être un bon père, elles vont voir qui est réellement leur père. Bref, on sent que tout s'en mêle, les blessures affectives, la colère, la culpabilité, la peur. Il parle aussi d'un moment où Rim aurait voulu se remettre avec lui et il dit qu'il a perdu les pédales. Il était déjà avec Marois et il n'en avait pas forcément l'envie. Moi, je trouve qu'à travers ce live, on voit que c'est un homme qui va mal, qui déraille, en fait, c'est pas ok tout ce qui s'est passé, mais que surtout remettre en cause son rôle de père, c'est quelque chose qui le touche beaucoup. Il dit que ses enfants sont heureux avec lui, que c'est pas un géniteur, mais que c'est un vrai papa et qu'il demande pas la garde exclusive, que simplement il veut pas qu'on touche à ses enfants. Et il craque, il se met à pleurer et il part. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Mes enfants sont les plus heureuses du monde avec moi. Tous mes amis me disent de couper. Bref, non, je sais pas si bref. Voilà, je pense que j'ai parlé de tout. Encore une fois, vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez. Mais s'il y a bien un truc que je ne lâcherai jamais, je suis pas un géniteur, je suis un papa. Je suis un papa et je suis un bon père. Voilà, c'est tout. Donc juste ça. Juste ça en fait. Je veux juste... En fait, on est en train de... Je suis juste tombé amoureux de quelqu'un après qu'on m'ait trompé en fait. Alors oui, j'ai trompé aussi dans ma vie, bien sûr. J'ai juste divorcé et je suis tombé amoureux de quelqu'un et on m'en a voulu de ça. Putain merde quoi, vous faites chier, ok on est sur les réseaux et tout, mais ça ne change rien au fait que moi ce que je veux c'est juste mes enfants 1 semaine sur 2.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en parallèle, on a une autre voix, celle de Marwa. Marwa qui était restée assez silencieuse ces derniers mois et qui a toujours été présentée comme la méchante, je cite, la folle et l'élément perturbateur. C'est pas mes mots, hein. Elle décide elle aussi de tout lâcher et elle commence par cette phrase très simple. Il vaut mieux une absence sincère qu'une présence toxique. Et très vite, on comprend que cette phrase vise Rim Renom. Marwa raconte une relation empoisonnée pendant plus d'1 an et demi. Elle dit que Rim n'aurait jamais accepté sa relation avec Vincent. Elle en parle dans des stories de 15 minutes que je vous paraphrase ici. Elle dit qu'elle se serait, Rim, immiscée constamment dans leur quotidien, qu'elle serait apparue devant leur domicile à Bali à plusieurs reprises pour perturber. Et Marwa va plus loin. Tenez-vous bien si vous n'avez pas encore suivi. Si vous avez suivi, vous savez ce que je vais dire. Marwa accuse Rim de comportements qu'elle juge toxiques, de harcèlement, de manipulation, également de maltraitance envers un chien, qu'un animal aurait été retrouvé dans un état alarmant, amaigri, blessé. Donc des soupçons de maltraitance sont évoqués. On parle aussi du nounou. Rim lui aurait craché dessus, genre littéralement, avec des liquides dans sa bouche. Des mots très durs et très violents. Mais à ce moment-là, il faut être clair. Ce sont des accusations qui ne sont pas là pour juger, qui ne sont pas prouvées publiquement à ce stade, mais elles existent et elles circulent. Et avant d'aller plus loin, je ne suis pas pro Rim ou pro Marwa, je suis simplement là pour vous raconter ce qui s'est passé. Vincent, dans son fameux live, est aussi revenu sur tout ça. Il parle du chien, il dit qu'il l'a effectivement récupéré amaigri et boitant, mais qu'il n'y a jamais eu de coup porté sur cet animal. Il reconnaît une négligence selon lui et le chien allait mal. Cependant, j'ai aussi vu que le chien aurait été malade, bref, on a énormément de choses. Pour la nounou, Vincent raconte une histoire également assez positive. Il dit que les enfants allaient très bien, que l'équilibre était là, mais qu'il y aurait eu un incident avec Rim et la nounou et que Rim aurait souhaité arrêter la collaboration, mais que apparemment c'est aussi parce que la nounou s'entendait bien avec Marwa. Bref, beaucoup trop de choses qui ne vont pas. On peut prendre du recul parce que ce dossier il est assez terrible, il n'y a pas de gentil parfait, il n'y a pas de méchant absolu, on a des adultes blessés, des accusations et des égos fracassés, des histoires d'amour qui sont ratées au pluriel, et quand cette séparation devient une guerre de récits sur les réseaux sociaux, eh bien on attend la suite. Au moment où je vous parle, on n'en a pas, mais on a eu 2 réactions. La première, c'est Nicolo. C'est un peu la question de l'année. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans le sujet Rim Marwa parce que c'est pas mon histoire, ça me concerne pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Marwa, c'est une belle personne. C'est ma meilleure amie depuis des années. Et malgré le fait que elle a été massacrée pour des années, jamais j'ai changé d'avis par rapport à elle parce que je la connais vraiment. Je sais que c'est une belle personne, c'est une personne qui a un bon fond et qu'elle a pu faire des erreurs, comme on a tous fait des erreurs dans notre passé. Mais c'est une personne qui a une belle âme. C'est une belle âme. Et du coup, on s'est jamais éloigné. On a eu un petit moment, vous savez, on va pas ressasser toute l'histoire où on a été un petit peu, entre guillemets, plus loin à cause d'une tierce personne, une tierce. Mais c'est une belle personne. Et franchement, je suis content que les gens commencent à redécouvrir Marwa et à voir que, en vrai, elle a pris des insultes pour 1 an et demi, 2 ans, alors que elle les méritait pas. Après, évidemment, Nicolo se rangera forcément du côté de Marwa, étant son ami. J'ai aussi vu une petite capture d'écran qui montre effectivement que Bastos a enfin eu Rim Renom au téléphone et qu'il nous en dira plus ce jour même. Mais ce soir en live, je vous en parlerai donc demain dans Spill the Tea. Un dossier qui n'a pas fini de faire parler et il était minime à côté de celui qu'on va traiter tout de suite. Alors, la séparation de Jessica et Thibaut, elle continue, hein. On en fait encore des vertes et des pas mûres. Dans C'est la famille, on a eu des images qui avancent et plus les images avancent, plus on comprend que la rupture n'est pas une histoire d'amour qui s'arrête, mais un choc entre 2 visions totalement différentes de la vie. Les téléspectateurs, ils assistent à des échanges de plus en plus tendus. D'un côté, Jessica, affectée, qui vit cette séparation comme l'effondrement de sa vie, et de son côté, Thibaut, qui lui est beaucoup plus déterminé, qui a déjà trouvé sa maison et qui a tracé tout son avenir. On a plein de séquences, on a une séquence où Jessica reproche à Thibaut de ne pas avoir tenté de sauver leur couple, que s'il pensait aux enfants, il aurait accepté de faire une thérapie, de s'asseoir face à un psychologue, etc., etc., etc. Donc Jess reproche à Thibaut de ne pas avoir tout fait. Thibaut de son côté, il dit que les enfants seront plus heureux avec des parents séparés qui s'entendent bien plutôt que des parents qui s'engueulent H24. Bref, on a un fossé entre les deux. Il accuse Jessica de poursuivre un idéal figé qui n'existe pas, une image parfaite de la famille avec papa, maman, maison, enfant, mais que c'est une image qu'elle s'est construite dans sa tête et c'est une image qui n'existe pas. On a aussi une autre question. Testament.
Jessica révèle en larmes que Thibaut a modifié son testament en une semaine sans la prévenir. Pour elle, c'est un choc, c'est pas une décision administrative, c'est un symbole, celui d'un homme qui, selon elle, a tourné la page sans ménagement en la laissant derrière, comme ça, dans une incompréhension totale. Et en fait, encore une fois, c'est pas le fait qu'il quitte la famille, c'est le fait qu'il aille très vite dans ce qu'il a fait. Elle parle aussi de la réaction de la famille de Thibaut, et nous, on va reparler de son père dans un instant. Elle dit qu'elle a reçu un message très froid de ses parents, un message qu'elle a vécu comme un rejet violent. Elle avait aussi appris que Thibaut avait déjà contacté des avocats, visité des maisons, organisé son futur. Bref, vraiment, il est allé très très vite. Thibaut, de son côté, il se défend. Il dit que la décision qu'il a prise, elle n'est pas soudaine, qu'il a alerté Jessica à plusieurs reprises, qu'il lui a parlé de son mal-être pendant longtemps et qu'il ne s'est jamais senti écouté. Selon lui, la souffrance qu'elle vit aujourd'hui, il l'a vécue pendant des années. Bref, on est sur un dialogue de sourds. Et en parallèle de ces images, Jessica, elle prend la parole sur les réseaux pour les fêtes de fin d'année. À l'approche de Noël, elle a été très claire. Elle ne passe pas les fêtes avec Thibaut, ni avec la famille de celui-ci. Une décision assez lourde mais aussi assez symbolique, ça montre que les tensions sont vraiment présentes. Elle dit qu'elle veut se concentrer sur l'essentiel, elle a annoncé avec émotion le retour de son frère qui était parti plusieurs mois en Asie, on en avait parlé il y a quelques semaines. Elle a dit qu'elle voulait vivre un Noël simple, chaleureux, à l'ancienne, avec une grande table, avec ses proches, ses amis, sa famille, etc. Et tout ça, on l'a vu si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout. Parce que sur Instagram, le père de Thibaut a validé un commentaire extrêmement violent à l'encontre de Jessica. Il y a un commentaire, déjà il y a un premier commentaire qui a été liké par le père de Thibaut que je vais vous lire, mais ce n'est pas tout. On a un commentaire qui a été liké par le père de Thibaut, qui est un commentaire qui dit sous justement un post du père de Thibaut: ne vous laissez pas atteindre par les critiques des fans de Jessica. Ils ont le même QI qu'elle apparemment. Heureusement pour eux, Mylon et Lil Wayne ont hérité du cerveau de leur papa. Ce divorce est une vraie chance pour eux. Ils vont pouvoir jouer comme ils le veulent, manger normalement, bref, vivre une vie d'enfant. Donc déjà, ce commentaire est horrible, mais en plus, le père de Thibaut l'a aimé. Vous le voyez à l'écran. Et comme si ça ne suffisait pas, les choses sont allées plus loin. On a un autre commentaire qui a été fait sous un autre post. On voit quelqu'un qui dit: respectez la famille de Thibaut ainsi que Thibaut qui subit une haine injustifiée depuis 2 mois. Ça, je suis d'accord. Vous n'êtes pas content, allez discuter avec votre idole, celle qui sait absolument rien faire et qui, mis à part verser des larmes de crocodile, on peut chercher, mais ni une bonne mère, ni une bonne épouse, un amour du fric incroyable, et dites-lui qu'elle a perdu un très bon mari. Ça, je suis pas du tout d'accord, et encore une fois, la violence de ce commentaire est violente. Mais surtout, vous l'avez forcément vu, en dessous, on a une réponse du père de Thibaut qui dit: merci, vous avez vraiment tout compris. Donc il valide le commentaire. Jessica n'était là que pour l'argent, c'est pas une bonne mère, c'est pas une bonne épouse, et elle a des larmes de crocodile. Je comprends qu'il veuille défendre son fils, mais le fait pas publiquement et ne montre pas un irrespect total envers la personne qui t'a donné des petits-enfants. Jessica, elle avance à distance, elle répond pas, elle choisit soigneusement son entourage, son cadre et ses mots, parce que j'ai également vu qu'elle avait pris la parole en disant que les enfants allaient passer un moment chez leur père et tout ça, et elle évite le plus que possible de dire leur père Thibaut et tout ce qui se rapproche à la famille Garcia. On voit vraiment qu'elle essaye d'éviter certains mots, et je pense qu'elle a raison. Eh ben dis donc, alors moi je suis rentrée avant, on s'est rejoints, en fait... il y a les enfants, ils étaient avec leur père, ils étaient chez les grands-parents. Après, on s'est rejoints à l'heure du coucher. Je dormais avec Lil Wayne. Et Mylon a dormi avec son père. Ensuite, Mylon est arrivé ce matin pour nous dire le Papa Noël est passé. Du coup, on s'est levé vite avec Lil Wayne, on a coupé le sapin. Et voilà, on a ouvert les cadeaux. On était tous les 4. Et après, il est parti les retrouver dans sa famille. Et moi, j'ai les enfants aujourd'hui. C'est mon jour, parce qu'hier soir, je ne les avais pas. Donc, c'est mon jour de Noël. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et demain, c'est mon anniversaire, donc ils sont... D'ailleurs, il faut savoir que d'après DumpFR et d'après ce qu'on peut voir sur la capture d'écran que vous regardez actuellement, Jessica Thivenin aurait confirmé le fait que le père de Thibaut l'aurait bel et bien taclé en republiant le contenu de DumpFR. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce n'est pas tout. Pendant que le couple se désagrège sous les yeux du public, il y a Clémence qui est toujours présente. Ces dernières semaines, son nom circule beaucoup, alimenté par des rumeurs. Lors d'une FAQ, elle disait qu'elle était célibataire, une réponse qui n'a pas été crue, et peu après, elle a publié une série de photos très remarquées dans une ambiance de fête. On voit qu'elle a une robe blanche et en légende, elle écrit « All I want for Christmas is you ».
en gros, en majuscule. Et il y a plein de gens qui disent you égale Thibaut, you égale Thibaut, you égale Thibaut. Ce n'est pas tout, on a également vu que Clémence et Thibaut seraient ensemble au même endroit, au même moment à Courchevel. Et du coup, encore une fois, des questions se posent. Est-ce qu'ils nous cachent une réelle relation avec cette Clémence ou alors est-ce qu'on est sur le fruit du hasard? Ça, je ne sais pas et c'est vous qui me direz ce que vous en pensez. Évidemment, j'ai failli oublier, mais Jessica Tivna a fêté ses 36 ans. On lui souhaite toutes et tous un très joyeux anniversaire et on espère que cette année sera pleine de surprises positives. Voilà tout le monde pour Mix the Tea spécial fin d'année. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été assez chill, qu'il vous a accompagné, peu importe ce que vous faites, avec votre petit chocolat chaud, vos croissants ou peu importe. En tout cas, moi j'étais ravi de le faire. Là, je vais aller courir faire le montage. Si vous souhaitez me soutenir gratuitement, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça aide vraiment beaucoup les partages également. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous laisse avec le deuxième emoji de la semaine qui est un ruban rose. Bah oui, cette année sur les sapins, il y avait des rubans partout, donc je me suis dit c'est moi votre sapin, mettez-moi un petit ruban. Je vous embrasse fort, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, on se retrouve dès demain et tous les jours pour des nouvelles vidéos. On ne change pas une équipe qui gagne. Merci pour votre fidélité, c'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.